Bonjour tout le monde! Après quelques mois d'absence, me revoilà enfin sur YouTube pour vous annoncer une grande nouvelle. Alors, d'ici le mois de septembre 2016, je vais fêter les 4 ans de ma saga Angela. Et oui, en septembre, ça fera 4 ans que le premier tome est sorti chez Rebelle Éditions. Et à cette occasion, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer, c'est que le tome 1 a été totalement réécrit. Voilà la raison de mon absence. Donc ces derniers mois, j'ai totalement retravaillé le premier tome que je tiens en main. Là pour le moment, il n'était pas si épais que ça, hein, il faisait un peu plus de 300 pages. À savoir que dans cette nouvelle édition, j'ai ajouté 9 nouveaux chapitres et autant de nouvelles scénettes, de nouveaux dialogues entre les personnages. Ces modifications sont liées je pense qu'avec le temps, j'ai réalisé que voilà, ma plume avait mûri et que le tome 1 d'Angela avait certainement besoin d'un petit coup de neuf, un peu de dépoussiérage. Et c'est pour ça que au mois d'août prochain, vous allez pouvoir redécouvrir le premier tome d'Angela, agrémenté de nouveaux passages. Et puis pour ceux qui ne connaissent pas du tout la saga, ce sera l'occasion de plonger totalement dedans et surtout de découvrir ma plume actuelle parce que eh bien, le premier tome était aussi mon premier roman édité et là c'est évident que ma plume a évolué depuis et avec cette réécriture j'ai pu gommer certains défauts que j'ai retrouvés en me lisant et surtout ajouter un petit peu de scènes plus sympathiques, quelque chose qui pourrait plaire à un nouveau public et puis aussi à ceux qui ont lu et apprécié le premier tome. Voilà, ce sera l'occasion pour vous de plonger ou replonger dans la saga Angela. Et tout ça est prévu pour le mois d'août 2016. Voilà. Alors, à cette occasion, voilà la petite surprise, je vais vous lire le premier chapitre de la saga, la réécriture évidemment. Donc vous pouvez aussi lire, enfin on pourrait le lire bientôt parce que je vais le mettre en ligne sur ma page Facebook et sur Twitter si j'arrive à utiliser Twitter un jour. On va tenter le coup. Et ce qui est sympathique, c'est que vous pourrez faire aussi le comparatif pour certains, ceux qui ont la saga à la maison et voir ce qui a été modifié. Voilà, cette lecture de la réécriture d'Angela. Le prologue. Je m'appelle Angela. Il paraît que ça veut dire messager. Sauf que je n'ai pas de message à vous donner. Je vais juste vous raconter ce qui m'est arrivé. Le hasard est parfois étonnant, et cette fois, ce n'en est pas vraiment un. Tout était écrit. Et mon histoire, si incroyable soit-elle, est réelle. Je vais tout vous dire, et après, vous croirez. La pluie tombe à verse. De gros torrents d'eau boueuse arrachent des plaques entières de macadam. Secouée, la route ondule sous les trombes d'eau brunâtre, telle une mer agitée par une implacable tempête. Tremblant sous la pluie, je regarde la scène, figée dans ma terrible contemplation. Je sais ce qui va arriver. La vague va se former et rouler sur la voie principale. Le tonnerre grondera toujours plus fort sur la route de campagne désertée. Et bientôt, surgissant à travers la nuit poisseuse et froide, les phares jaunes brilleront faiblement au détour du chemin. La lumière fragile avancera vers les rouleaux hérissés de déchets et de morceaux de bois. Puis ce sera le choc. Lourde, brutale, rapide, la vague défoncera le pare-brise de la R5, laissant ma mère s'enfoncer dans les abysses glacés de la mort. Je reste là, debout au bord de la route, impuissante. Je regarde ma mère se débattre pour retirer sa ceinture. L'eau va monter, s'engouffrer dans sa gorge, puis ses poumons se noieront. Ma mère va à nouveau mourir devant moi. Ses yeux noisettes m'implorant à travers la nuit battante. Je sais que je peux l'aider, mais la peur m'empêche de faire un pas vers elle. Il y a des choses que l'on ne peut pas supporter quand on est une enfant. On ne peut pas sauver sa maman quand on n'a que 8 ans. Mademoiselle Davis, vous voulez peut-être un oreiller pour être plus à l'aise? J'ai sursauté si vivement que je me suis cogné le genou contre ma table de travail. Bordel!
Je n'ai pas pu m'empêcher de pousser un juron, ce qui a provoqué un fou rire général. Osant à peine lever les yeux du cahier sur lequel je m'étais endormie, je me suis fait toute petite, alors que le rouge me montait aux joues. Bien joué, Angela. Pour quelqu'un qui veut rester discret, tu ne fais pas dans la dentelle. Silence, a ordonné Collins pour faire taire mes camarades. Sa voix de ténor me déchirait les tympans. Encore vaseuse, la tête embrumée par le souvenir de mon cauchemar, j'osais à peine croiser le regard de Collins. Redressez-vous, Angela, et prenez des notes. Cette classe n'est pas un dortoir. Le visage en feu, j'ai levé timidement les yeux vers le prof qui me dévisageait. Je savais bien qu'il ne m'appréciait pas. Et ce n'était pas la seule personne au lycée à qui je faisais cet effet. Pour être franche, je me suis toujours arrangée pour rester à l'écart, et j'ai d'excellentes raisons d'être aussi prudente. La solitude me pèse, c'est certain, mais c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour me protéger les gens qui auraient le malheur de m'apprécier. Ce n'est pas parce que vous êtes anglaise qu'il faut vous croire dispensée de secours, a beuglé le prof en envoyant une myriade de postillons sur mon cahier couvert de gribouillage. Excusez-moi, monsieur, ai-je répondu, la voix encore empâtée de sommeil. Le menton pointu de Collins s'est froissé en une grimace immonde. Il a fait grincer ses grandes dents et il retournait derrière son bureau, sa chemise mal rentrée dans son pantalon en velours beige, attisant l'hilarité de la classe. J'aurais aimé rire avec eux, mais je n'y parvenais pas. J'étais bouleversée par ma vision. Je n'avais plus pensé à la mort de ma mère depuis des années. À vrai dire, la dernière fois que j'avais fait ce cauchemar, un nouveau drame m'avait frappée. Mon amie d'enfance, Noémie, était morte peu de temps après. J'avais de quoi être angoissée. Ma plus grande peur s'était à nouveau éveillée. La peur de perdre ce que j'aimais. Autrement dit, mon père adoptif et ma meilleure amie, Déborah. Psst! Tout va bien, Angie? M'a demandé Déborah. Assise à côté de moi, elle a effleuré doucement ma main qui tremblait. C'est rien, t'en fais pas, ai-je rassuré. T'as vraiment une sale tête, hein, t'as pas l'air dans ton assiette. Je lui ai souri, mais le cœur n'y était pas. Surtout que cette garce de Jessica me jetait des boulettes de papier dans la nuque. Je me suis retournée aussitôt pour lui adresser un regard à la Bruce Lee. Mais j'ai rapidement réalisé que ma mine de déterré anéantissait ma tentative d'intimidation, ce qui a fait pouffer ses acolytes. Navrant, a bougonné Déborah. Tu devrais lui mettre ton poing dans la tronche à cette paix. La craie a crissé sur le tableau. Collins réclamait notre attention. J'ai fait signe à Déborah de se concentrer pour lui éviter une heure de colle alors qu'une nouvelle salve de papier mâché atteignait le dossier de ma chaise. Cette Jessica commençait à me taper sur les nerfs. J'étais bien trop affaiblie ce matin pour me rebeller, mais Déborah s'était déjà chargée de faire un joli doigt d'honneur à l'intéressée pour calmer ses ardeurs. Deb, c'est mon atout, ma boîte secrète. C'est la seule personne sur laquelle je peux compter. Une petite rouquine au tempérament de feu qui s'est mise dans un sale pétrin en s'attachant à un oiseau de mauvais augure comme moi. On s'est rencontrés au collège, juste quelques mois après la mort de Noémie, et je n'étais pas prête à nouer des liens avec quelqu'un. J'espérais la convaincre de me laisser tomber en lui avouant que j'avais fait des prémonitions aussi dangereuses que réelles, mais cela n'a fait que renforcer notre amitié. Elle m'avait écoutée sans ciller, sans montrer une once de peur. Condamnée à mourir à l'âge de 12 ans, elle a survécu à une leucémie et estimait que sa guérison était liée à notre rencontre, alors qu'elle venait de redoubler sa 6e à cause de son traitement. Un peu comme si moi, qui avais prédit la mort de ma mère et de Noémie, j'avais accompli un miracle. J'avais tout fait pour la convaincre du contraire. Je lui avais dit que je pensais que tout ce qui était arrivé à mes proches avait été provoqué par mes visions, mais elle n'avait rien voulu entendre. Déborah pensait être hors de portée, protégée par notre amitié infaillible. Sauf que pour moi, l'amour que je ressentais pour ceux qui me sont chers était à l'origine de la fatalité qui pesait sur eux. Je n'avais pas réussi à sauver ma mère, ni Noémie, malgré tous mes efforts. Alors comment pourrais-je protéger les prochaines personnes qui viendraient hanter mes prémonitions? Aujourd'hui, alors que mes pensées étaient tournées vers le passé, vers le décès de ma mère adoptive, je n'avais qu'une envie. Fuir Déborah pour la protéger. T'as vu, Nicolas n'a pas arrêté de te regarder, a-t-elle chuchoté pour me remonter le moral. J'ai haussé les épaules. Je n'avais pas la tête à parler de mon ancien petit copain. Déborah avait sans doute raison, et un autre jour j'aurais pris le temps d'admirer le magnifique dos de Nicolas. Mais j'étais bien trop inquiète pour penser à autre chose. La sonnerie m'a finalement libérée. Déborah a à peine eu le temps de se lever que j'étais déjà partie. La boule au ventre, j'ai traversé le couloir à toute allure pour rejoindre la cour principale.
Dehors, je trouvais refuge derrière un arbre. J'avais besoin d'être seule, de respirer le grand air pour me remettre de mes émotions. Le lycée Albert Camus est situé à Flanc-Montagne, en pleine Haute-Savoie. C'est mon père qui a choisi cet endroit magnifique pour nous aider à reprendre pied. J'ai vécu à Londres, dans la maison familiale, jusqu'à mes 11 ans, jusqu'à ce que je fasse un nouveau songe et prédise la mort de Noémie, qui habitait à 2 pas de chez nous. Nous sommes partis quelques mois après son décès, laissant tout derrière nous, espérant prendre des racines solides en France, dans la patrie de celle qui m'avait aimée comme sa propre fille. Maman. J'ai retenu mes larmes et suis davantage éloignée des fenêtres du lycée, de peur d'être observée par cette peste de Jessica qui avait l'habitude de s'asseoir près des radiateurs. Une chose est sûre, quel que soit votre lycée, qui se trouve à la campagne ou à la ville, vous y trouverez toujours un lot de pain-mèche. Comme si chaque établissement scolaire devait avoir un quota. Jessica en faisait partie et j'étais la cible de toutes ces moqueries. Vous vous demandez pourquoi un tel acharnement? Tout simplement parce que je ne suis pas comme tout le monde, parce que j'ai la mauvaise habitude de planer, d'avoir la tête ailleurs, en gros d'être dans la lune. Enfin ça, c'est ce que les gens pensent de moi. Mais c'est plus compliqué. Je ne peux pas contrôler mon esprit ni mes pensées. Souvent, alors que je suis en pleine conversation, une vision m'arrache à la réalité. Quand ça m'arrive, c'est comme si le monde extérieur n'existait plus. Et là, croyez-moi, personne ne peut m'en sortir. Évidemment, je suis totalement absente quand je suis dans cet état. Plus rien ne m'atteint. Il n'y a plus que l'image qui s'impose dans mon esprit qui compte. Et très souvent, c'est la même qui revient. Celle d'un regard envoûtant. 2 yeux, d'un gris merveilleux qui me détaille. Des yeux qui me glacent le sang et qui réchauffent mon cœur. Bonjour le paradoxe, hein. Et pourtant, c'est bien ce que je ressens. Une peur qui m'accable, comme si ce regard m'attirait et m'effrayait tout à la fois. Je me sens désemparée, perdue, et je sais que personne ne pourra jamais m'aider à comprendre pourquoi je subis tout cela, ni qui se cache derrière ces yeux d'argent qui me poursuivent constamment. Je soupirais. À ce moment de mon histoire, mon plus grand souhait était d'avoir une existence normale. Mais ce n'était qu'un souhait naïf et impossible à réaliser, car ma vie est tout sauf ordinaire. Rejetée dès la naissance, j'ai vécu pendant 5 ans dans un orphelinat londonien sous le nom d'Anya. Pour moi, c'est le trou noir. Je n'ai aucun souvenir de cette partie de ma vie. C'est mon père adoptif qui m'a tout raconté. Mes parents biologiques m'ont déposé sur les marches d'un orphelinat alors que je n'étais qu'un bébé. Du coup, je n'ai aucun moyen de les retrouver, et encore moins de comprendre pourquoi je suis si différente. Ma vie se résumait à l'abandon, la solitude et la peur constante de faire une nouvelle prémonition. Appuyée contre le tronc d'un immense sapin débouillant de brume, je regardais la vallée qui s'étendait sous mes pieds. Le paysage était d'une beauté à couper le souffle. Les chalets se perdaient entre les Alpes majestueuses et les couleurs de l'automne éclataient en pétales sanglants et dorés sous les puissants rayons du soleil. Même si j'adorais cet endroit, Londres me manquait. Ses rues animées, ses commerces défraîchis, ses parcs verdoyants, ainsi que ses monuments à l'ambiance feutrée, étaient autant de souvenirs qui nourrissaient ma dévorante mélancolie. Oups. Dans cette région de France, à l'abri de la pollution et du bruit, mon père et moi nous éloignions de la souffrance et du souvenir de ma mère, comme si l'air vigoureux de la montagne suffisait à effacer ma douleur et ma culpabilité. Parce que je suis bien coupable de sa mort. Les cauchemars me hantent encore. J'ai 8 ans et la vague d'eau boueuse s'abat toujours sur moi. 6 mois avant le drame, je connaissais déjà les moindres détails de son décès. Ma mère était partie à un séminaire sur l'art dans le Yorkshire. Des pluies déluviennes étaient tombées, ce qui avait dangereusement augmenté le niveau des rivières. La petite voiture française n'avait pas supporté le choc et ma mère s'était noyée. Je n'avais jamais cru à la mort accidentelle. Cela aurait été un accident si je n'avais pas pu prévoir les événements des mois à l'avance. Je l'avais suppliée de rester à la maison, mais elle ne m'avait pas écoutée. Comment croire une petite fille de 8 ans qui peut sentir la mort? À 16 ans, j'étais totalement perdue. Tout ce que je désirais, c'était me débarrasser de cette malédiction à n'importe quel prix, même au prix de ma propre vie. J'étais loin d'imaginer que les réponses à mes questions allaient bientôt être révélées. Un événement allait changer le cours de mon existence de manière irrémédiable. Pour le moment, je profitais d'un instant de calme pour me remettre de mes émotions avant de retrouver le brouhaha des couloirs du lycée. J'allais commencer mes cours de français en retard, mais je m'en fichais. De toute façon, je ne passerais pas inaperçue.
Où que j'aille, le regard des autres se pose sur mes yeux ambrés. Mes yeux de rapace mettent les gens mal à l'aise. Ce n'est pas ma faute, je me sens toujours obligée de sonder les gens pour anticiper une nouvelle vision mortelle. Alors mes relations avec les garçons restent brèves et sans passion. Je n'avais d'ailleurs jamais eu l'occasion d'en embrasser un. Il y a bien eu Nicolas. Malheureusement, j'ai été contrainte de mettre un terme à notre relation avant notre premier baiser, par peur de lui insuffler un poison mortel et d'avoir de nouvelles prémonitions. Une ombre s'est étalée devant moi. Je savais que j'allais avoir des ennuis. La demi-heure était passée et je venais de louper tout l'exposé de débit sur l'image de la Madeleine chez Proust. Elle allait me tuer et je redoutais davantage la colère de mon ami que la pionne qui m'a grippée par la capuche pour m'emmener dans le bureau du proviseur. Voilà pour cette petite lecture. Il y a eu quelques cafouillages parce que, évidemment, je suis un peu émue de lire cette nouvelle version. J'espère que ça vous a plu. Voilà, je vous rappelle que d'ici le mois d'août prochain, vous pourrez lire la toute nouvelle version du tome 1 d'Angela, agrémentée de pas mal de nouveaux chapitres. Et voilà, j'espère que cette lecture vous donnera envie de découvrir cette saga ou de la redécouvrir. À très bientôt et plein de gros bisous.